We are at our third day, and we will be presenting a different act today, which is Cosmopolitic of Hospitality. And it will be a keynote with Fedwin Sarr as a respondent, Mabula Sumaoro. We will have to also take into consideration that Ola has finally joined us, and we are glad to have her with us here. Welcome. And she will take part of the panel Geopolitics of Hospitality after the break, following Felwin Sarr's keynote speech. So, Cosmopolitic of Hospitality. Cosmopolitic of Hospitality is an invitation to establish an indispensable right to hospitality for the human collectivity from a philosophical and ethical point of view, along with a legal and sociological perspective. This access questions our usage of the world, the share of some and the share of others, the share to which access is denied to an integral part of the human community. It deals with the reductive imaginaries of belonging and identity, but also with the physicality of the world and its borders, where dividends should be seen to constitute a fabric of relationships across diverse geographies. In addition, it explores issues of displacement, both literally and figuratively. How is our experience of the world conditioned, delimited and limited by the ability to circulate? How can the perception of our ontologies be shifted to change our relationships with the world? And I will now present Mabula Sumaoro, who will be responding to Fedwin Sarr, who needs no further presentation. um, Mabula Sumaoro is an associate professor in the English department of the University of Tours and president of Black History Month Association, dedicated to celebrating Black history and cultures. A specialist in the field of Africana studies, she conducted research and taught in several universities and prisons in the United States and France. She is the author of Le Triangle et l'Hexagone, Réflexion sur une identité noire, la découverte 2021, translated in English by Dr. Kayama L. Glover as Black is the Journey, Africana the Name, Polity 2021, and preface by Sadaya Hartman. This book was distinguished by FEDCAN, Maris Condé Literary Prize in 2020. Sorry, I'm nervous. She was the inaugural Villa Albertine resident in Atlanta between 2021 and 2022. Mellon Arts Project International Visiting Professor of African American and African Diaspora Studies at Columbia University and visiting faculty at Bennington College, and served as a member of the National Committee for the Memory and History of Slavery between 2013 and 2017. In 2023, she was a fellow at the Columbia University Institute for Ideas and Imagination. She translated Sadaya Hartman's classic work, Lose Your Mother, A Journey Along the Atlantic Slave Route, from English as À perte de mer sur les routes atlantiques de l'esclavage, released in September 2023. Her research interests are the US studies, African American studies, Africana studies, Black European studies, and Black nationalism and religion. Let's give a round of applause for Mabula Sumaoro, and welcome to the stage, Fedwin Sarr. Donc, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue encore une seconde fois, et bienvenue à ceux qui nous suivent depuis 3 jours. En fait, la proposition que je vais vous faire, c'est une proposition sur laquelle je travaille depuis quelques années, et c'est une proposition utopique. Donc c'est un lieu qui n'est pas encore là,
donc un monde fondamentalement hospitalier. Mais je pense que ce type de propositions, nous devons les penser, les imaginer, pour espérer un jour les voir advenir dans la réalité historique. Alors, j'ai essayé de réfléchir d'un point de vue pratique et pragmatique à quoi pourrait ressembler une cosmopolitique de l'hospitalité. Et c'est cette proposition que je vais vous faire. Et je suis très heureux d'en discuter avec Maboula Soumaoro après et avec vous toutes et vous tous. Les sociétés humaines, quelles que soient les géographies et les aires culturelles, ont longtemps partagé la sagesse d'accueillir celui qui est de passage, qui va rester un moment, repartir ou finir par s'établir. Anne Dufourmentel rappelle que la loi d'une inconditionnelle hospitalité, donc ce qu'elle appelle inconditionnelle hospitalité, c'est une hospitalité sans condition de réciprocité, et quelle que soit l'identité de celui ou de celle qui arrive, cette loi-là, elle apparaît dans toutes les sociétés humaines, les sociétés primitives, sans doute du fait qu'elle est l'une des lois fondatrices de toute civilisation. Cette loi immémoriale nous rappelle la condition première, exilique de l'humanité. La règle de l'hospitalité inconditionnelle constitue ce rappel du fait que celui qui reçoit peut à son tour, du jour au lendemain, être jeté sur la route et avoir besoin d'asile. Elle nous rappelle l'universalité de notre condition vulnérable, mais aussi de mortels et de passants. La règle de l'hospitalité relève donc d'une intelligence, de la possible réversibilité de la condition de l'accueillant et de l'accueilli. Dans cette hospitalité originelle, nulle condescendance. L'étranger est reçu comme un roi. En ce sens, l'hospitalité est un acte politique. C'est sans doute ce que traduit la racine latine du mot hospitalité, hostis, qui signifie à la fois l'hôte, donc l'invité et l'invitant, et l'ennemi. Cette racine commune de l'hospitalité et de l'hostilité souligne la mémoire inquiète chez l'accueillant que l'accueilli puisse potentiellement être un ennemi. La question à laquelle j'aimerais réfléchir avec vous est comment on passe de l'injonction éthique du devoir d'hospitalité à un droit à l'hospitalité. Comment on passe de la faveur ou de la culture au droit en instituant un principe pragmatique qui relèverait de ce que j'appelle une cosmopolitique de l'hospitalité. Celle-ci pourrait constituer une réponse aux impasses des politiques migratoires d'un monde qui fait inexorablement l'expérience de sa condition cosmopolite. Je commencerai par interroger l'hospitalité comme une pratique sociale immémoriale et le rapport qu'elle entretient avec l'altérité. Ensuite, je poserai la question de comment repolitiser l'hospitalité, avec comme interrogation sous-jacente, comment fonder une communauté mondiale. En troisième lieu, j'explorerai la forme juridique que pourrait revêtir une cosmopolitique de l'hospitalité, ainsi que son corollaire, la nécessité d'une justice économique globale. Enfin, j'indiquerai des ressources qui permettent de penser un espace social vaste à l'échelle de l'humanité et de construire un monde commun. Et je m'appuierai particulièrement sur des ressources inscrites dans les cultures africaines et leurs ingénieries sociales, en mobilisant les notions de Mbok, de Teranga, de Hak, théorisées par l'anthropologue Abdurrahman Seck. L'accueil de l'étranger, en dépit de son versant lumineux, est une épreuve. Il s'agit, comme le dit Michel Agier, d'abord d'accepter l'étrangeté de celui qui vient. Il indique qu'accueillir l'étranger, c'est éprouver son intrusion. Pour celui qui reçoit, donc l'hôte, il faut renoncer provisoirement à une part de son monde propre. Il faut partager son espace, son temps, ses ressources. Mais il s'agit aussi de ne pas laisser l'étrangeté de l'hôte au seuil, de ne pas l'effacer, de ne pas faire comme si l'étranger n'en était pas un. Celui qui arrive est souvent étranger à ma langue, à mes coutumes et mes us, et porte en lui le masque énigmatique de l'altérité. L'hospitalité, qu'elle soit envisagée ou pensée comme une obligation éthique ou une question sociale, culturelle ou politique, pose d'abord la question de l'identité de celui que l'on accueille. Il faut souligner cependant que la condition de l'hôte n'est pas forcément liée à celle de l'étranger. On devient hôte par la relation instituée par l'hospitalité. Ici, c'est la relationnalité qui prime
et qui définit la condition d'hôte plus que l'étrangeté. Mais une question importante qui se pose à nous, c'est qui est cet autre que l'on accueille? Alors je distinguerai avec un A minuscule l'autre et avec un A majuscule l'autre. L'autre minuscule est mon prochain, mon semblable. L'autre en majuscule est ce qui, dans cette proximité, m'échappe. Expression d'une altérité radicale qui surgit dans tout rapport d'identité et qui le fonde. L'autre en minuscule est l'objet d'un besoin, souvent irréductible aux données qui s'organisent dans l'enceinte de ma connaissance. Il est constamment réduit à mon moi connaissant. L'autre en majuscule, au contraire, est ce qui, dans cette activité réductrice, reste en dehors du champ de ma connaissance et n'est jamais totalement élucidé et perçu. La relation signifiée par l'hospitalité est un mode de connaissance qui me permet de réduire cette altérité. Elle rapproche ce qui est lointain, mais l'autre, ainsi l'autre en majuscule, est rendu proche par l'accueil. Il s'agit cependant d'éviter que l'autre soit infiniment autre, en apprivoisant son étrangeté. Dans la relation qui institue l'hospitalité, il y a la production individuelle d'un régime de familiarité que la politologue camerounaise Nadine Machikou appelle un régime du proche. L'hospitalité prévoit également son propre dépassement dans l'incorporation sociale, dans l'inclusion, dans le rejet ou le départ. Pourquoi il faut repolitiser la question de l'hospitalité? Depuis 2000, 50 000 personnes sont mortes aux frontières européennes. L'Europe, en se protégeant des étrangers venant d'Afrique et du Moyen-Orient, produit des morts. Marina Garcés souligne qu'en faisant cela, elle se meurt aussi, c'est une mort partagée. En plus de l'érosion des idéaux humanistes et des valeurs qu'elle professe et dont elle se réclame, elle meurt à son humanité. Elle s'est projetée dans le monde durant plusieurs siècles. Aujourd'hui, le monde est en elle et à ses portes, et elle refuse d'en être affectée. De même, les migrants latino-américains en route vers les États-Unis sont de plus en plus nombreux à mourir à la frontière entre le Mexique et le Guatemala. La militarisation de cette frontière entre les USA et le Mexique a débuté dans les années 90. Elle a conduit les migrants en provenance du Mexique et d'Amérique centrale à prendre des risques pour échapper au contrôle, ce qui provoque des centaines de décès, essentiellement dus dans cette région désertique à de la déshydratation et de l'hypothermie. De l'autre côté du Pacifique, l'Australie lutte farouchement contre l'arrivée des migrants et des réfugiés, en particulier lorsque ces derniers tentent d'embarquer depuis l'Indonésie ou le Timor. Comme en Europe, c'est surtout suite à des naufrages que surviennent les décès des migrants qui sont originaires d'Asie, du Sud-Est ou d'Afghanistan. Une des évolutions importantes des politiques migratoires contemporaines est l'extension du contrôle en amont comme en aval des frontières. En amont, les migrants sont interceptés dans des pays dits de transit, dont les gouvernements reçoivent en échange des aides financières et un soutien logistique. Pour l'Europe, c'est le Maroc, l'Ukraine, la Turquie ou encore la Libye qui jouent les Cerbères. En Amérique du Nord, c'est le Mexique qui joue ce rôle, limiter le nombre de migrants qui arrivent aux portes des États-Unis. Cette externalisation des contrôles migratoires a contribué à mondialiser le phénomène des morts aux frontières. Et surtout, lorsque ces pays tiers, généralement très peu soucieux des droits des migrants, usent de méthodes brutales pour s'acquitter de tâches souvent infâmes qui leur sont confiées. Il est important de souligner que dans ces pays, des militants des droits de l'homme, à rebours des États, procurent des soins aux migrants et défendent leurs droits. Le désert du Sahara est ainsi devenu une des régions les plus mortelles pour les migrants d'origine d'Afrique subsaharienne qui ambitionnent de gagner les rives de la Méditerranée et de s'embarquer pour l'Europe. De même, les migrants latino-américains en route vers les États-Unis sont de plus en plus nombreux à mourir à la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Certains pays européens sont eux-mêmes confrontés à ces migrations de transit. À Calais, par exemple, des migrants meurent régulièrement en tentant de franchir la frontière entre la France et la Grande-Bretagne. Les morts aux frontières résultent d'une violence structurelle à l'égard des migrants, c'est-à-dire d'un ensemble multiforme de violences perpétrées par des acteurs de différentes natures, mais au sein desquels les États jouent un rôle déterminant. La violence des passeurs est celle des pays de transit, faisant ainsi écho à celle des politiques migratoires des États.
Nous vivons cependant un monde dont la condition cosmopolite est de plus en plus partagée, mais surtout est inéluctable. En 2023, on compte 275 millions de migrants internationaux, des gens qui se sont déplacés. Cette condition cosmopolite nous fait vivre dans plus d'une société et nous serons de plus en plus amenés à vivre dans plus d'une société. Cette réalité nous enjoint de penser autrement les sociétés, les cultures et la place de chacun dans le monde. Le principe éthique incarné par une hospitalité individuelle ou une politique d'asile nationale est insuffisant pour répondre à la crise des États-nations face à la mobilité, plutôt que de parler de la crise des migrants. Vu l'ampleur du phénomène migratoire, sa multicausalité, une gouvernance mondiale des migrations me semble nécessaire. L'échelle à laquelle sont pensées les réponses à ce phénomène est inadéquate. Il s'agit de passer d'une hospitalité individuelle, domestique, à une hospitalité publique. Et plus qu'un impératif d'accueil niché dans la culture immémoriale des sociétés, il s'agit de travailler à une cosmopolitique de l'hospitalité, et celle-ci pourrait se fonder sur au moins deux raisons, il y en a plusieurs. La première, c'est l'impérieuse nécessité de construire un monde commun, c'est mon utopie, et la seconde, c'est le caractère inéluctable de notre condition cosmopolite, donc l'irréversibilité du fait migratoire qui est constitutif de la manière d'habiter le monde, d'habiter la Terre et la manière dont les sociétés humaines se constituent et se renouvellent. Donc, il s'agit d'anticiper les conséquences de la réalité du destin commun de l'humanité en démontrant l'efficacité ou la rationalité sociale, économique et politique d'une telle réponse. Le regretté Étienne Hutassin soulignait à ce propos, donc en pensant à l'hospitalité publique, je le cite, plus qu'une morale, plus qu'une éthique, c'est une intelligence du monde qui vient. Enfin, une cosmopolitique de l'hospitalité pourrait se fonder sur la reconnaissance mutuelle de notre humanité et des conséquences qui en découlent, comme une exigence éthique fondamentale d'un monde commun. Mais la question qui se pose pour nous et qui est délicate, c'est comment fonder une communauté mondiale. Lorsqu'on observe les fondements archaïques des communautés humaines, donc l'un des fondements archaïques des communautés humaines est le sentiment d'appartenance à celle-ci et l'identité. Et dans l'identité, on peut mettre la langue, le territoire, les us, la couleur de la peau. Et l'anthropologie nous apprend que l'on se distingue des autres en établissant des limites. La démarcation, la limite sont une nécessité pour l'identité. Une expression atavique de l'identité pourrait se formuler ainsi: nous sommes ce en quoi nous différons des autres. La démarcation est également une nécessité pour l'altérité, car marquer la différence, c'est aussi reconnaître l'autre. Une frontière peut être une limite naturelle ou juridico-administrative, mais elle peut être également un lieu de double reconnaissance et de mise en relation. D'ailleurs, les marqueurs topographiques, les fleuves, les montagnes, les rivières, ne deviennent des frontières étatiques que par des choix politiques. Autrement, ce sont des lieux de circulation et d'échange. On peut s'interroger sur la défense chez certains du droit de composer leur propre corps social selon leurs propres règles. Il y a des gens qui ne veulent pas vivre avec les autres. On peut s'interroger sur leur désir de faire communauté avec ceux qui leur ressemblent, qui parlent leur langue, qui habitent leur terroir, qui ont les mêmes us, qui partagent les mêmes valeurs, entre guillemets, qu'eux. Comment faire quand sont à l'œuvre des désirs de clôture et de repli identitaire, et surtout comment faire avec ceux qui ne souhaitent pas faire monde comme eux. Il s'agit plus fondamentalement de répondre à la question de savoir qui fait partie de la communauté, comment celle-ci est-elle constituée, à quels imaginaires de l'appartenance elle renvoie, en somme, comment sortir des atavismes de la terre, de l'ancestralité, du terroir et de la production de l'identité par l'identique. Ceci pose plus fondamentalement la question de la nature du lien entre humains au sein des sociétés humaines. C'est une vieille question. Jean-Philippe Pierron nous rappelle que la sororité et la fraternité n'ont rien de naturel. Les frères sont souvent des frères ennemis. L'épopée de Gilgamesh, donc Gilgamesh et Ishtar qui sont en conflit, la Bible, qu'il appelle le grand livre des fraternités contrariées, en offre plusieurs illustrations, Caïn et Abel, Rachel et Léa, etc. La question de la nature des liens entre humains a toujours hanté les sociétés humaines. Si cette question se pose, c'est qu'il y a une fraternité-sororité qui ouvre et une qui clôt. Comment se défaire de la fraternité
qui liguent les uns contre les autres, en vantant le nous identitaire du même, avec cette idée que les nôtres ne sont pas les autres, pour une fraternité ouverte qui relie les groupes humains et invente un nouveau cosmopolitisme ou une méta-communauté. Qu'y a-t-il au cœur de la fraternité sororité qui semble céder à la logique de l'identité dans la substantialisation du lien par la biologie ou la référence nationale souvent envisagée comme une préférence? Peut-on trouver dans la sororité et la fraternité la possibilité de découvrir un lien plus large, ouvert, disponible à l'étrangeté de l'autre? La fraternité, bien plus qu'une donnée naturelle, n'est-elle pas plutôt une tâche et un travail? Un travail contre la fausse évidence de l'algébrisation du lien qui fait de la fraternité une affaire de seuil, plus ou moins éloignée d'un centre dont la nature, la biologie, le clan seraient les points de référence. Elle n'est pensée que dans les termes du reconnaissable ou de l'identifiable. Par ailleurs, le lien fraternel est hanté par la possibilité de la violence et de l'anéantissement, de la proximité de hostis et hospé. La question qui se pose alors à nous, c'est comment apprivoiser l'altérité en dehors de la surveillance et du contrôle. Les sociétés humaines sont toujours en tension entre des forces destructrices et des normes pacificatrices qui s'emploient à limiter la démesure qui les travaille. Le lien n'échappe pas à cette tension. La déchirure du lien fraternel en appelle à l'invention d'un autre type de couture du lien. Ainsi, la fraternité-sororité est un travail grâce auquel la différence s'apprivoise, s'expérimente et apprend à être compatible avec la similitude. Pour sortir de la communauté archaïque, et c'est ça pour moi le nœud de la problématique, cette communauté archaïque qui repose sur des liens traditionnels fondés sur la biologie et la nature, les communautés modernes ont tenté de s'émanciper de ceci, de ces liens-là, en fondant celle-ci, la communauté, sur des attentes partagées. La fraternité ouverte va en s'élargissant aux autres, les étrangers, les disparus, les non-humains, ceux qui ne sont pas encore là, le vivant dans son ensemble. Et cette fraternité-sororité ouverte n'est pas d'identité, mais d'intensité. Et elle ose tenter l'expérience prometteuse de l'autre. Il s'agit donc de ne plus penser la fraternité dans le langage de la surveillance, mais plutôt dans celui du soin. Le soin mutuel est rendu plus possible par la découverte en soi-même de cette vulnérabilité ou de cette perméabilité à l'autre. Judith Butler, Athanasiou, souligne que le sujet n'est pas autosuffisant du fait de ses multiples dépendances et des diverses relationnalités dans lesquelles il est pris. L'une des questions est donc comment transformer l'hospitalité en obligation de soins à l'égard de la vie momentanément fragilisée. Et la vie de tout un chacun sera un jour ou l'autre momentanément fragilisée. L'étranger, sous la figure du migrant, sans droit, incarne cette vulnérabilité. Il est devenu, dans les temps contemporains, un être sans socialité. Ulysse, rentrant à Ithaque, après son odyssée de la guerre de Troie, est accueilli par Eumée le Porcher. Ce dernier, qui le connaissait, ne le reconnaît pas, car Athéna a vieilli Ulysse afin qu'on ne le reconnaisse pas et que soit totale et complète l'épreuve de l'hospitalité, afin que Ulysse ne soit pas accueilli parce qu'il est reconnu, comme faisant partie de la communauté, mais accueilli comme on le ferait pour tout étranger. Michel Agy, à la suite de Platon, invite à repolitiser le geste d'Eumée. Et la proposition d'une cosmopolitique de l'hospitalité que j'avance est celle de la constitution d'un régime cosmopolitique du proche. Quelles pourraient être les formes juridiques d'une cosmopolitique de l'hospitalité? Habiter le monde, c'est pouvoir y circuler librement et habiter pleinement ses géographies. Faire du monde le territoire et l'espace de circulation des humains est un choix politique que nous pouvons faire. La libre circulation des individus, si on y consentait, ne poserait pas tous les problèmes que l'on imagine. Bien sûr, les pôles de richesse seront attractifs et ceux qui en sont privés y convergeraient. Mais rien n'empêche cependant d'imaginer et de travailler surtout à des mécanismes pour mieux répartir les richesses et les ressources, veiller à ce que j'appelle une meilleure équité territoriale mondiale, en dotant tous les espaces de capacités en emploi, en éducation, en santé, en opportunités économiques. Et les économistes, s'ils le souhaitent, savent faire cela. Si on leur en demande, si on leur en donne le mandat, ils savent l'imaginer et le concevoir. En œuvrant à une meilleure justice économique globale et mondiale, et en
et en produisant les bonnes incitations, les zones à faible intensité humaine pourraient attirer des populations, car offrant elles aussi les opportunités d'une vie décente et de qualité. Ceci est une exigence éthique fondamentale de notre époque, car les inégalités et les disparités économiques et sociales sont le fruit d'un système de production et de répartition des richesses structurellement élaboré pour profiter à une minorité d'individus au détriment du plus grand nombre. Désarticuler ce système, le démembrer et le reconstruire sur des bases plus équitables, en plus d'être socialement efficace, est une nécessité civilisationnelle. Les ressources de cette planète, ainsi que son patrimoine intellectuel et culturel, relèvent du bien commun. Elles sont le fruit de toute l'expérience humaine. Le simple fait d'appartenir à l'humanité devrait donner à tout individu le droit d'accéder à des ressources assurant sa dignité du simple fait de son humanité. On pourrait ainsi songer à une gouvernance globale ou mondiale pour toutes les questions liées aux conditions de vie de base, la sécurité, la santé, la nourriture, l'éducation, et là aussi c'est techniquement envisageable. La dernière globalisation a fait émerger des acteurs transnationaux qui, de façon différenciée et inégalitaire certes, font déjà monde. Un certain nombre d'activités humaines sont transnationales, déterritorialisées et dématérialisées. Nous le savons, les flux d'informations, les flux financiers. Les risques climatiques et sanitaires, ainsi que la plupart des questions sociétales, relèvent désormais de problématiques globales. Cependant, le traitement juridique et politique des grandes questions de notre époque est en décalage avec cette réalité-là. En prenant la mesure de la dimension globale et transnationale du fait migratoire, il est possible de le réger par un droit commun qui serait différencié dans son application, car prenant en compte le contexte local. Mais on pourrait, par exemple, créer une citoyenneté mondiale qui reconnaîtrait les droits fondamentaux des individus et qui viendrait s'ajouter à leur citoyenneté singulière et particulière. On pourrait ainsi créer un statut juridique pour les migrants, garantissant leurs droits fondamentaux et préservant ainsi leur dignité d'être humain où qu'ils soient. Ces pérégrinants, que l'on appelle migrants, auraient un droit inaliénable où qu'ils soient à la sécurité, à la santé, à l'éducation, bref, aux soins, garantis par des traités internationaux qui s'imposent aux nations, des conventions internationales, des règles supranationales, à ratifier par les États. Une cosmopolitique de l'hospitalité aurait ainsi un contenu juridique et pratique. En 2018, à Marrakech, l'esquisse d'une telle tentative a eu lieu. L'ONU fit voter un pacte pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Le texte énonçait des principes généraux quant à l'accueil des migrants, mais n'imposait aucune contrainte légale aux États, en désirant respecter leur souveraineté nationale sur cette question. Il visait simplement à assurer le respect des droits de l'homme du migrant, indépendamment de son statut. Ce texte, bien que voté par une importante majorité d'États membres, 162, fut fortement décrié et n'eut aucun effet pratique. Cette tentative ratée nous amène à penser qu'articuler une cosmopolitique de l'hospitalité par un droit fondé sur des principes humanistes est certes impérieux, mais insuffisant. La règle seule ne suffira pas. Il faudra la rendre applicable, mais auparavant la faire accepter dans les imaginaires avant qu'elle ne se traduise dans des régimes de normativité. Si nous ne l'acceptons pas dans les imaginaires, elle ne se traduira pas dans des régimes de normativité et elle sera inopérante. Donc, pour la faire accepter dans les imaginaires, il est nécessaire de produire un langage, des pratiques, des imaginaires d'un monde commun, ainsi qu'un travail sur les imaginaires de l'appartenance. Les sociétés qui refusent aujourd'hui d'accueillir les étrangers sont paradoxalement celles qui en ont le plus besoin pour leur économie, leur démographie, le renouvellement de leur culture et de leurs imaginaires, en somme pour éviter leur propre entropie. Comment le besoin de l'autre peut-il se convertir en désir de l'autre? Il s'agit pour cela de penser l'hospitalité comme un acte de reconnaissance et de rencontre nécessaire, fondé sur l'idée de l'incomplétude fondamentale des sociétés humaines. Les sociétés humaines sont incomplètes, elles ont besoin fondamentalement des autres. Les sociétés humaines ont besoin les unes des autres, et les plus stables et les plus résilientes sont celles qui ont su articuler les mondes complémentaires qui s'offrent à elles ou qui sont potentiellement en elles. Il s'agit de penser l'hospitalité, donc l'accueil de l'autre en soi, comme une possibilité d'être pleinement soi. Donc une impossibilité d'être pleinement soi tant que l'autre en soi n'a pas été accueilli. Cet accueil de l'autre actualise les potentialités d'être qui sommeillent chez les individus et chez les
société. L'humanité est une et plurielle. La politique est la gestion de cette pluralité humaine. Et vivre ne peut se faire qu'au milieu des humains, mais à condition d'y être reconnu et accepté. L'acte de reconnaissance et les conséquences qui en découlent, le soin, la réciprocité, les droits fondamentaux, peuvent être signifiés par une citoyenneté mondiale relevant d'une cosmopolitique de l'hospitalité. Pour élaborer un espace social vaste à l'échelle de l'humanité, il est nécessaire de penser cet acte de reconnaissance et de réciprocité, donc ici la question de l'hospitalité, en dehors des seules ressources des traditions gréco-latines et judéo-chrétiennes. L'anthropologue sénégalais Abdourahmane Seck a proposé 3 concepts, la teranga, le mbok et le hak, pour penser cette question. Il fait appel à ces 3 notions qui structurent la sociabilité sénégalaise et analysent leur performativité dans l'élaboration de l'espace de l'en commun. L'approche qu'il propose consiste à partir du principe de réciprocité, tel qu'il fut exprimé dans le langage premier des humains, donc celui de la parenté, et ceci parce qu'il fut adopté dans toutes les sociétés comme une condition sine qua non du vivre ensemble. Pour Abdourahmane Seck, le terme teranga, traduit par hospitalité, mais qui signifie accueil et prestation dans la culture wolof, renvoie fondamentalement à la notion de réciprocité. Quand quelqu'un reçoit une teranga en termes de don, de sollicitude ou de bienfaisance, ou s'en trouve affecté, il est littéralement lié par cette teranga et doit la rendre au mieux, à l'image de la terre et de la semence. Et s'insinue ici la logique du don et du contre-don, mais surtout son caractère asynchronique et différé. Entre le semé et le rendu, il n'existe pas d'équivalence stricte. Et en ce sens, la surenchère constitue une moralité du rendu, et cela reproduit l'obligation de rendre encore plus. L'ensemenceur se retrouve, du fait de la surenchère, dans la position de celui qui rend, et ainsi de suite. La teranga est configuratrice d'un périmètre spécifique du lien. Le terme mbok en wolof a été insuffisamment traduit en français par la notion de parentèle ou de parenté. Il renvoie plutôt à la communauté de partage, l'ignubok, ce que l'on partage et ce que l'on a en partage. Ainsi, le périmètre du lien social et politique est le mbok, qui devient le domaine de l'inclusif, de la participation, de la protection, du partage sur fond d'ouverture continue et reproductible. Le terme hak est une expression courante inscrite au cœur des socialités quotidiennes sénégalaises et la notion renvoie au domaine du dû, du prix et du coût. Chaque chose et chaque être en dispose ou en est favorisé. Elle fait appel à un univers sémantique qui est celui de la justice, de l'équilibre et de l'équité. Et par extension, le mot hak évoque l'idée de la dignité d'une chose ou d'un être, sa reconnaissance pleine en tant que quantité suffisante à elle-même et devant dûment être reconnue comme telle. Le mot hak est ce que l'on doit à cette chose ou à cet être. Dans les échanges sociaux et économiques, le hak fonctionne comme une instance d'autocensure qui empêche les protagonistes de se léser mutuellement. Chacun voulant se garder d'emporter par devers lui le hak, donc le dû de son vis-à-vis. Toute transaction oppose donc au protagoniste une part d'irréductibilité, ne pas emporter par devers soi ce qui revient à autrui. Ici, pour la question qui nous concerne, il s'agit de ce que l'on doit à l'humanité des uns et des autres. Ne pas emporter par devers soi ce que l'on doit à l'humanité des uns et des autres. Donc la reconnaissance, le soin et l'hospitalité en est une expression. Le hak adjoint à notre besoin de jouissance une conscience du besoin de l'autre. Limite notre besoin de jouissance par une conscience du besoin de l'autre. Et ici, il s'agit, à travers l'acte d'hospitalité, de se garder, de prendre par devers soi la part de vie de l'autre. Pour conclure, il est nécessaire de faire monde et de le faire différemment. Il est possible de faire monde par la négative. Les pandémies nous amènent à faire monde par la négative, on n'a pas le choix. Les crises écologiques. Le constat des fractures, des risques, des déliaisons dont nous faisons collectivement l'expérience, ainsi que leurs conséquences écologiques, sociales et politiques éloquentes. Nul besoin de trop s'y étendre. La communauté nationale, qui est notre référent premier, je dirais notre référent atavique, s'est construite sur le couple mémoire et oubli. Il me semble pour construire la communauté mondiale, il s'agit de sortir de la prison conceptuelle et imaginaire de la nation et de l'État-nation. Et pour cela, la question de la nature des récits
à produire pour fonder cette communauté mondiale est fondamentale. L'une des difficultés, il y en a plusieurs, pour construire un monde en commun ou un monde commun est liée au fait que bien que nous soyons des humains et on peut partager une grande histoire universelle, nous n'avons pas une mémoire commune. Chaque groupe humain fonde sa mémoire sur une histoire singulière. Une communauté mondiale à construire nécessite un récit tourné vers le futur et qui anticipe sur le destin commun de l'humanité. La collapsologie, l'écologie, le transhumanisme sont des récits tournés vers le futur. Certains de ces récits configurent une communauté de destin par la négative, réponse aux pandémies, réponse aux crises écologiques. Et il manque à l'édifice un récit qui est fondé sur une heuristique positive qui nous fera désirer de faire monde commun. Si on postule un lien de continuité entre les corps individuels, sociaux et les écosystèmes, une cosmopolitique de l'hospitalité implique bien évidemment de penser de nouvelles ontologies relationnelles à l'échelle du vivant. Mais cet aspect des choses, je le réserve pour une autre fois et je vous remercie pour votre aimable attention. Bonjour. C'était timide. Bonjour. Ah, ok. Je suis assez tyrannique. Je sais. Tout d'abord, merci à Ro pour l'invitation et bravo, félicitations pour l'organisation et la tenue de cet événement. Et merci, Felwine Sarr, pour l'invitation à réfléchir ensemble sur la présentation que tu viens de faire. Malgré tes biais et les miens, et tu sais très bien qu'on a des choses en commun et qui ne sont pas en commun. Donc, merci d'accepter ma lecture particulière, évidemment nécessairement située, de ton travail. Avant de commencer, il y a deux remarques que je dois faire. La première, suite à une discussion que j'ai eue avec des collègues hier soir. Si j'ai un bureau situé sur la droite, enfin à ma droite à moi, c'est pas parce que je suis particulièrement geek et que tous les colloques ou les symposiums auxquels j'ai le bonheur d'assister font que je prends des notes frénétiquement. Non, c'est ce que je suis censée faire pendant toute la durée du symposium et c'est le rôle qu'on m'a demandé de jouer. Donc je prends des notes pour nous tous et toutes, pas seulement parce que je suis passionnée. Et juste, bah oui, on m'a dit que j'étais extrêmement sérieuse, je vais pas m'octroyer des couronnes qui ne sont pas les miennes, non, j'essaie juste de répondre à la demande. Et peut-être une remarque, vraiment pas pour offenser Ro, le label afroféministe, c'est un label qui m'est apposé, mais c'est pas un label que moi j'utilise. Voilà. Donc, Monsieur Felwine Sarr, j'ai quelques peut-être questions et quelques remarques ou des invitations à la réflexion suite à l'écoute et à la lecture de ton texte. Tu les prendras comme tu veux. La première, c'était... non, c'était sérieux en plus, c'était pas... Parce que ce n'est pas très bien organisé. Donc en premier lieu, je voudrais que tu reviennes sur cette dimension fondamentalement politique de l'hospitalité. Que tu évoques en tout début de présentation, cette dimension politique fondamentale de l'hospitalité, dans la construction, constitution, dans le fonctionnement des communautés et civilisations humaines. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce point, parce que j'ai l'impression que c'est le point de départ de toute ta logique. J'ai été très intéressée dans ton travail par la notion de ce que je perçois comme une forme de traduction. Donc, une traduction, c'est-à-dire, premièrement, dans ce que tu invites à faire, le passage de l'éthique au juridique, c'est-à-dire, quelle serait cette transformation, ou en tout cas, ce positionnement au départ éthique que tu souhaiterais devenir juridique et politique en termes d'initiatives et de politiques menées par les différents lieux qui constituent ce monde. Donc, même si j'aborde ce que tu viens de présenter par le biais de la notion de la traduction, c'est-à-dire du passage d'un état à l'autre, d'une forme à une autre, j'ai quand même envie de t'inviter à faire une sorte de coming out, Felwine. C'est-à-dire d'y aller franchement, d'y aller à fond.
C'est-à-dire, est-ce que dans ce que tu nous proposes aujourd'hui, comment pourrait-on caractériser cette proposition? S'agit-il d'une invitation? S'agit-il d'une injonction? S'agit-il d'un manifeste? S'agit-il des trois en même temps ou aucun des trois? Mais dans tous les cas, quand je parle de coming out, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu abordes des thématiques, que tu pars d'un rêve, et tu l'as mentionné en début de présentation, ce qui nous a fait un rappel de ce que Sénamé nous avait enjoint à faire dès l'ouverture du symposium, c'est-à-dire qu'au-delà du rêve, vraiment s'ancrer dans l'utopie et essayer, tenter ou de mettre en œuvre, de mettre en branle le monde sur lequel on pourra faire le point dans 6 siècles. Donc, passer du rêve à l'utopie, mais les questions, c'est comment? À chaque fois, comment? Comment, par exemple, construire cette identité mondiale qui, à mes yeux, est vraiment ce que l'humanité, en tout cas celle qui a été aux rênes du pouvoir, celle qui a été dominante, n'a pas été en mesure de faire ces derniers siècles, si on se base sur cette utopie de la modernité dont on parle depuis l'ouverture du symposium mercredi. Donc, comment fait-on pour donc, élaborer cette humanité mondiale? Comment fait-on pour traduire les récits tournés vers le futur qui seront à même de fabriquer une sorte d'en commun qui ne ferait rien de moins que fabriquer cette nouvelle humanité dont nous avons tous besoin? Comment faisons-nous pour dans l'utilisation des outils que tu as mis en avant, c'est-à-dire notamment, donc là, pardonnez-moi pour l'accent, mais la teranga, le mbok et le hack, si on y retourne et qu'on essaie de s'intéresser à la philosophie ou ce que permettent ces trois notions qui sont, tu l'as répété, ancrées en terre sénégalaise et ancrées dans la culture Wolof. Premièrement, pourquoi ces trois notions arrivent, à mes yeux, assez tardivement dans la présentation, alors qu'on a eu plusieurs références culturelles qui étaient presque, pas entièrement, mais presque exclusivement tournées vers des références qui sont évidemment partagées, mais qui se situent dans le monde occidental. D'accord. Donc tu commences à me chercher, alors que je me suis dit que j'allais être sage et gentil, donc on y va. C'est l'invitation coming out, on y va, on y va. Donc le meilleur pour la fin, d'accord, non, non. Mais voilà, si... donc le meilleur pour la fin, d'accord. N'y a-t-il pas, et là ça me renvoie à cette question de la traduction, au-delà du Sénégal et au-delà du Wolof, n'y a-t-il pas d'autres notions africaines qu'il faudrait mettre en avant, qu'il faudrait également traduire de manière à ne pas prôner la suprématie et sénégalaise et Wolof, qu'elle soit la meilleure du monde ou non, le meilleur pour la fin ou non. Voilà, c'était ça la question. Allez-y, allez-y, je vais vous me laisser toute seule là. Donc voilà, comment fait-on pour aller, c'est ça la question plus sérieusement, comment fait-on pour aller au-delà du Sénégal, au-delà de la culture Wolof, pour retrouver, pour traduire, pour déceler dans d'autres endroits du continent africain des notions qui pourraient servir à élaborer, à nourrir cette utopie que tu mets en avant aujourd'hui. J'avais aussi une autre remarque quant à ton analyse et ta compréhension des enjeux liés à l'exil, à l'immigration de nos jours. Et je me demandais si ton approche n'était pas trop limitée à l'immigration vers le monde occidental. Je peux me tromper, c'est toi l'économiste, mais j'ai l'impression que, en tout cas en termes d'immigration africaine, enfin j'avais cru lire que l'immigration à l'intérieur du continent africain est plus importante que l'immigration à l'extérieur du continent africain. Donc je me dis, comment fait-on pour justement élaborer ces imaginaires, essayer de revenir aux réalités, pas seulement aux urgences qui sont réelles et qui sont politiques, et tu as donné des chiffres, 50 000 personnes décédées dans leur ambition de rejoindre l'Europe ou d'autres parties occidentales du monde, mais quand même si on revenait à la réalité, à la matérialité,
voilà, comment se passe l'immigration à l'intérieur du continent africain, comment peuvent se passer l'accueil, ou comment s'est déroulé l'accueil dans ce mouvement qui est intra-africain. Et c'est-à-dire un peu peut-être détourner le regard enfin, comment se défaire du regard du gaze, comme on dit en anglais, euh, de l'Occident, en fait, qui nous emprisonne jusqu'à nos imaginaires, jusqu'à nos psychés. Bien sûr, on doit parler de l'Europe, bien sûr, tu as parlé du Mexique et de l'attrait des États-Unis, et l'attrait des États-Unis dans le reste des Amériques. Mais voilà, si on s'intéressait, par exemple, aux vagues migratoires à l'intérieur du continent américain, en dehors des États-Unis, ou l'immigration à l'intérieur du continent africain. Voilà, est-ce qu'on peut se défaire un peu de cette unidirectionnalité vers cet endroit du monde à la fois matériel et assez abstrait que représenterait l'Occident? D'autres points. Donc oui, par rapport à ce que je viens de dire, donc premièrement, est-ce que échapper à cet imaginaire, échapper à cette matérialité politique, physique, économique de l'Occident, est-ce que c'est possible d'y échapper? Et est-il possible de réenvisager oui, peut-être, et de désirer ce nouveau monde que tu incantes, et dans ces cas-là, c'est de quelle façon? C'est-à-dire que là, on a parlé de manière assez abstraite, j'aimerais bien que tu parles des manières. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut penser, mais cette pensée doit nourrir une action à venir, et est-ce que tu pourrais nous partager avec nous ces actions que tu envisages? J'ai cru que quelqu'un avait parlé. Non? Ah, c'est toi en plus. Pour revenir à cette fameuse question de la traduction, quand tu parles de la nécessité de passer du besoin de l'autre pour les sociétés, hein, du besoin de l'autre au désir de l'autre, encore une fois, au-delà du souhait, au-delà de l'incantation, comment ça pourrait se faire, ce passage, cette traduction du besoin au désir? Et après, il y a de grandes choses et de grandes questions qui sont importantes dans le travail que tu viens de nous présenter. Quand tu parles de la reconnaissance mutuelle de notre humanité et de la constitution, d'élaboration de cette humanité mondiale, je me dis immédiatement, mais c'est précisément ce qu'on n'a pas réussi à faire. Si on s'intéresse à cette ère moderne que nous habitons aujourd'hui encore, on a pu assister à ce que je pourrais décrire comme la déchéance de l'humanité ou le parcellement de l'humanité, en inventant toutes ces catégories et en inventant que ce soit des binarités ou des hiérarchies. Et donc voilà, comment on contre ça? Pour moi, c'est très important, c'est très souhaitable, c'est très désirable, mais c'est le monde dans lequel nous évoluons, et c'est le monde dans lequel d'ailleurs a émergé le modèle politique de l'État-nation que tu appelles à défaire. Et même si on a des occurrences, je ne sais pas, quand on pense à la question de la diaspora, par exemple, la question de la diaspora met au défi ce modèle même politique de l'État-nation, mais la diaspora fonctionne, existe, mais n'a pas encore atteint peut-être la dimension ou la force politique qui pourrait peut-être contribuer à nourrir ce monde que tu imagines. Le dernier point a trait à la question du capitalisme, mais là, je ne me souviens pas si tu en as parlé aujourd'hui ou si c'est dans la version précédente que tu en as pas parlé quand même aujourd'hui. Donc voilà. Donc quand tu parles de la question du capitalisme et que tu dis qu'il faut détruire ce monde-là de la manière, enfin dans sa dimension économique, et c'est toi l'économiste ici. Mais je me dis que le capitalisme, est-ce qu'il est à réformer? Ou est-ce qu'il est à laisser carrément de côté et inventer autre chose, tout comme tu cherches à inventer une autre façon de faire? C'est toi l'économiste, mais moi j'ai mes propres biais aussi.
Là, je me réfère évidemment à Eric Williams et Capitalisme et esclavage. Et on a bien appris, en tout cas depuis les années 1940, de la part de cet historien donc situé dans la Caraïbe à Trinidad, que le fondement du capitalisme en Occident était la traite transatlantique. Donc la question, c'est qu'avons-nous à espérer, qu'avons-nous à tirer de ce modèle économique, et n'est-il pas le modèle économique fondamentalement problématique depuis le départ. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Voilà, je vous remercie. Je te remercie pour tes remarques et ta lecture attentive et trop sérieuse, tu vois, du travail-là. Donc, il y a des propositions il y a des questions que tu poses qui se recoupent, donc je vais essayer de les regrouper. Donc, la première, c'était de revenir sur la dimension politique de l'hospitalité. En fait, c'est l'un des arguments de la proposition que je fais, c'est de dire c'est une ressource immémoriale inscrite dans les cultures humaines et qui relève d'une sagesse des cultures humaines. On accueille puisque demain, on devrait être accueilli. Donc l'étranger, celui qui passe, celui qui ne reste pas, celui qui s'en va, celui qui va demeurer, on l'accueille comme un roi, de manière inconditionnelle, puisqu'un jour, nous aussi, nous serons sur les chemins et il se pourrait que notre vie soit momentanément fragilisée et que nous ayons besoin d'être accueillis. Donc les sociétés ont compris ça depuis très longtemps. Et dans toutes les aires culturelles, cette sagesse-là existe, même si elle s'estompe dans les sociétés, je dirais, contemporaines et modernes. Et généralement, quand la problématique se pose, donc on l'a vu, hein, ce qu'on appelle la crise des migrants, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des lois répressives, c'est des individus, des associations qui prennent en charge cette fonction-là que l'État ne prend pas en charge, ou à contrario d'un État répressif. On a vu les procès dans certains pays où certains même ont été envoyés au tribunal puisqu'ils avaient accueilli. Ça veut dire que fondamentalement, on relègue cette fonction au social, aux individus, à l'éthique civilisationnelle. Et qu'on ne considère pas que c'est une fonction qui devrait être déléguée aux politiques. Il y a tout un tas de fonctions sociétales. Bien que les individus s'organisent, on les délègue aux politiques qui les réglementent, qui les organisent. Donc ici, c'est vraiment ça l'idée, repolitiser le geste. Comment est-ce qu'on passe de l'injonction éthique à la forme juridique, au droit, à un régime de normativité. Et lorsque tu me poses la question de comment on fait, c'est justement cette tentative-là ici de procéder à ce que j'appelle une utopie pragmatique, d'avancer dans la réflexion, de ne pas juste dessiner une utopie, mais de faire quelques pas dans la réflexion sur le comment on fait. C'est pour ça que toute la réflexion sur la normativité, la référence à ce qui s'est passé en 2018 à Marrakech et qui n'a pas fonctionné, relève de la tentative de répondre au comment on fait. Donc, mais il me semble aussi que ce désir de répondre au comment ne peut faire l'impasse sur le quoi et le pourquoi. Donc, du coup, la question des fondements éthiques, philosophiques de cette cosmopolitique me semble être première. Et d'ailleurs, l'échec de 2018 nous le rappelle, quoi. Je veux dire, si la loi arrive trop tôt, si elle se veut supranationale et que les communautés humaines, les communautés politiques n'ont fondamentalement pas accepté d'élargir la notion de la communauté et de considérer que tout le monde doit appartenir à la communauté et qu'il n'y a pas d'étrangers, ben, la loi, ben, le régime normatif ne fonctionne pas. Donc du coup, pour moi, dans la réflexion du comment on fait, la réflexion du pourquoi on le fait partie de la pragmatique du comment on le fait. Et le pourquoi on le fait, ça me renvoie au travail sur les imaginaires de la communauté. Et quels sont les lieux et les espaces dans lesquels on travaille les imaginaires de la communauté? Je pense que l'école ou les lieux d'instruction. Qu'est-ce qui fait que je me suis senti sénégalais, nyodorois, africain, etc. C'est une production de récits dans les espaces qui m'ont été transmis, qui ont formé mon sentiment d'appartenance avec autre chose, la communauté de la langue, le terroir, le sentiment de l'identité, et d'où cette réflexion sur qu'est-ce qui fonde le sentiment d'appartenance à une communauté d'un point de vue anthropologique, qu'est-ce qui fonde le sentiment d'identité, sur quoi est-ce que les communautés archaïques se sont fondées, et est-ce qu'on est capable de fonder le sentiment d'appartenance à une communauté autrement que sur les fondamentaux des communautés archaïques. Ce qui fait que, ataviquement, je me sens appartenir à la même communauté qu'un individu parce qu'elle se fonde sur l'ipséité, sur le même, etc. Et que faire de ça? Parce que je me suis dit,
je peux dessiner une belle utopie, mais si je ne m'attaque pas à la difficulté, pourquoi certains groupes humains veulent constituer leur corps social avec eux-mêmes, les gens qui leur ressemblent, s'il n'y a pas un travail d'élucidation, de compréhension de, je n'appelle pas ça un instinct grégaire, mais cette donnée première fondamentale, je veux dire, on n'aura pas beaucoup avancé. Donc je lis les deux. La réflexion sur ce qui fonde la communauté, aujourd'hui, telle qu'elle est, sur ce qui pourrait la fonder si on veut l'ouvrir, à de la différence. Oui, 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 oui. Je voudrais juste rebondir sur ce premier point avant que tu continues. Et quand tu parles de ce fondement de la communauté, et notamment l'accès au récit ou la fabrique communautaire par le biais d'une institution telle que l'école ou l'éducation dans ces États-nations, par exemple. Et que quand tu utilises ton propre exemple, qui est complètement valable, je me dis, mais là, c'est le cas d'une communauté ou d'un sentiment d'appartenance heureux. Qu'est-ce qui se passe dans les sociétés où tu peux avoir, accès à ce récit, à cette élaboration de l'identité commune, collective, plus troublée, plus malheureuse. Je ne vais pas nommer la France, par exemple. En fait, fondamentalement, chez les anthropologues, on ne construit le je que si on d'abord construit le nous. Parce que généralement, il y a une opposition dans la philosophie contemporaine occidentale entre le je et le nous, et le je qui serait un arrachement du nous. Donc la question de, voilà, donc cette grande question-là qu'ils essaient de traiter de cette manière-là. Et les psychologues et les anthropologues nous indiquent qu'en fait, les individus ne se retrouvent dans une identité que lorsque le nous a déjà été bien construit. Et c'est ce qui fait d'eux des individus non volables. Ensuite, le je se construit sur la base d'un nous bien construit. Lorsque le nous est mal construit, vas-y. C'est vrai. Mais regarde, cet après-midi, on va regarder justement le nous d'Alice Diop. Et on va voir, enfin peut-être que des personnes l'ont déjà vu, mais est-ce que ce nous-là, en tout cas tel qu'il est traité dans le documentaire d'Alice, est-ce que c'est un nous bien traité, pas traité, et du coup, quel jeu peut, comment dire, être produit de ce nous? Tu vois ce que je veux dire? En fait, lorsque vous avez des gamins qui sont nés dans une société, qui décident un jour d'aller en Syrie, de prendre des armes et de lutter contre cette société, ça veut dire que le nous n'a pas été bien construit avec eux. Et donc, du coup, toutes les problématiques qui en découlent, on les a déjà vues dans plusieurs espaces. Mais en fait, nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on construit un nous vaste. Comment est-ce qu'on éclate la focale, comment est-ce qu'on sort de l'état-nation, de l'identité primale, et est-ce que c'est possible de le faire? Et que justement, les personnes qui sont exclues de ces nous, on va dire malheureux, n'ont-elles pas quelque chose de particulier et précieux à apporter dans cette réflexion sur le nous plus vaste dont tu parles? Je reviendrai là-dessus lorsque tu as posé la question de la diaspora, parce que je pense que la diaspora, elle est intéressante dans ce sens où elle transcende les limitations géographiques et spatiales, elle transcende les homogénéités culturelles, elle transcende l'exclusivité d'appartenir ici ou là-bas, elle ouvre et là-bas ou elle ouvre à la possibilité d'une multiprésence, mais surtout peut-être ce que Joël de Rosier appelle la métaspora, parce que la question de la diaspora, c'est toujours le point initial à partir duquel la dispersion, elle se fait. Donc il y a une mystique du point d'origine, d'où nous venons, du foyer initial. Joël de Rosier dira que peut-être le point d'arrivée devrait aussi être aussi important et il peut constituer une partie intime que l'on ne lit plus sous la forme de la dispersion, du trauma, du manque, mais un lieu où on régénère tous les liens et où on les refructifie. Donc du coup, les diasporas donc, peuvent être ce lieu-là qui recompose. Et si on descend encore plus complexe en disant que le point d'arrivée peut être multiple et que c'est pas un seul point d'arrivée, et ça peut être plusieurs points d'arrivée. Parce qu'il y a des personnes qui ont parlé justement de de l'aspect continu, l'aspect éternel du déplacement dans la diaspora. Qu'il y a pas, une fois qu'il y a eu un départ, quel que soit le lieu de départ, l'arrivée est toujours multiple, ou enfin à la fois multiple et problématique, enfin floue. C'est-à-dire que on ne sait pas quelle sera ou quelles seront les arrivées. Mais qu'en tout cas, c'est
la question de l'unicité, oui, de ce qui serait unique, c'est pas si clair. Ce que je vais essayer de faire, c'est de ne pas rebondir sur ce que tu dis et de répondre aux questions que tu as posées. Mais Sinon, je suis la même personne. Ce que je dis maintenant, c'est lâcher ça. En fait, parce que sinon, c'est la forge infinie des questions. Oui, non, pardon. Voilà. Donc, je réponds aux questions Ouais. que tu as posées et puis je te rends la forge après. Alors, pourquoi les ressources africaines viennent à la fin et pourquoi est-ce qu'il y a les ressources judéo-chrétiennes? C'est justement ça. Elles ne sont pas africaines, elles sont sénégalaises. D'accord. Et Wolof, D'accord. exclusivement. D'accord. Ok. En fait, le propos était de dire, effectivement, il y a eu cet échec de la constitution de l'idée d'humanité et de fraternité, sororité, fondée sur principalement, je veux dire, des ressources judéo-chrétiennes et gréco-latines. Du coup, la proposition est de dire, les sociétés qui, de mon point de vue, intègrent le mieux l'étrangeté sont dans le continent. J'ai vu, lorsque je travaillais sur cette idée-là, j'ai vu un classement, et c'est rare les classements où les Africains sont à la tête, où les nations les plus hospitalières au monde, les 10 premières étaient les nations africaines. C'est qui? Il y avait le Gabon, en fait, ils le regardaient en proportion du nombre d'étrangers. La Côte d'Ivoire était bien représentée, mais... pas obligé de... Non, mais c'est vrai, la Côte d'Ivoire était bien représentée, le Sénégal était aussi bien représenté, mais ils le calculaient dans la proportion du corps social, le nombre d'étrangers dans le pays. Et les 10 premières places étaient occupées par des nations du continent africain. Donc, pour répondre à la question de la migration interafricaine, en fait, si on a envie de réfléchir à propos des morts aux frontières, ben, ce n'est pas la migration interafricaine qui offre la possibilité de réfléchir, puisqu'on intègre, puisque les communautés sont intégrées. C'est les lieux qui sont inhospitaliers qui ne veulent pas des autres. C'est eux qui nous offrent une ingénierie de la mort aux frontières. Donc du coup, cette question-là, si on a envie de la relever, ben, on va regarder là où les gens meurent, parce que les frontières sont hyper militarisées, etc., etc. Mais pour revenir aux ressources culturelles, la question ici qui se pose, c'est de se dire, avant les normativités, avant le droit, qu'est-ce qui fait qu'un corps social accueille celui qu'il considère comme un étranger? Quelle est l'ingénierie qui permet à un corps social d'accueillir celui qu'il considère et quels sont les mécanismes qu'il met pour l'intégrer, l'absorber, des fois le dissoudre, ou des fois lui laisser son ipséité, mais quand même construire un vivre ensemble. Et ce que le continent a offert de ce point de vue-là, et j'accepte ta remarque, j'aurais pu parler du Zumanchi au Niger. Je trouve que Ubuntu, c'est trop utilisé, trop galvaudé à toutes les sauces. Donc j'ai évité l'Ubuntu. Et ce qui m'a intéressé chez Abdourahmane Seck, c'est qu'il avait une élaboration, je dirais, précise, creusée de ces notions-là et ne les prend pas à la surface. Et il essaie de voir fondamentalement en quoi c'est de l'ingénierie sociale, en quoi ça crée de l'en commun, en quoi ça crée du lien, et en quoi ça crée des communautés politiques. Si le Sénégal est une démocratie qui est fière de sa démocratie, moi je pense fondamentalement qu'elle est une société qui a su faire société sur la base de ces ressources-là d'abord. C'est ces ressources qui sont productives du lien social. Ensuite, l'architecture institutionnelle est venue se greffer au-dessus. Mais fondamentalement, ce qui fait que la société, elle tient, relève de cette ingénierie sociale. Et je suis sûr que chez les Mandingues, les Diola, les Sérères, les Poulards, on trouve les mêmes concepts. Exactement. Enfin, et que la question, ma remarque, c'était vraiment elle relevait davantage d'une forme d'invitation. C'est-à-dire que même des pratiques que tu viens de lister, je ne les connais pas. Mais c'est comme si la question sous-jacente, c'était comment dit-on Teranga, Mbok ou Ak dans tel pays ou dans tel pays ou dans tel pays, et qu'est-ce qu'on gagnerait à s'ouvrir à toutes ces pratiques et à les rendre équivalentes en respectant leur fonctionnement propre, évidemment, mais pour continuer à nourrir cet imaginaire que tu décris. Tu vois, c'était plus ça. Sinon, je ne suis pas du tout en plus spécialiste du continent. Alors, la question difficile que tu poses, c'est celle à laquelle je tente de répondre dans le texte, et je m'arrête sur le terme tenter, c'est la question de comment on fait. Alors, je crois fondamentalement que c'est un travail. C'est un travail à plusieurs échelles. C'est un travail de conception, je dirais éthique et philosophique, sur quoi on fonde cette idée de communauté humaine, mondiale, globale, pourquoi nous sommes une communauté, pourquoi nous devrions l'être, et comment, en dépit des échecs de la constitution de la communauté humaine, il faut reprendre le chantier et le travail. Et où est-ce qu'on le reprend? Donc je pense que
le sentiment d'appartenance et l'imaginaire de l'appartenance, pour moi, est un lieu fondamental. Où est-ce que ce sentiment-là se noue, comment il s'articule, et comment est-ce qu'on peut le travailler à rebours, comment est-ce qu'on peut travailler au corps pour l'élargir. C'est pour ça que je pense que l'espace du récit, l'espace de l'éducation, l'espace de la transmission d'un patrimoine de récit global, d'un appareil qui permet à l'individu de se sentir appartenir à un espace vaste, social, imaginaire, historique et politique. Pour moi, ce sont les lieux de la culture, les lieux de l'imagination, les lieux des régimes discursifs, les lieux des arts. Tous ces lieux-là, ce sont des lieux à investir pour travailler cette matière-là. La seconde proposition, c'est de dire, en même temps qu'on fait ce travail-là, comment est-ce qu'on le rend politique? Comment est-ce qu'on le rend juridique? Donc ça veut dire comment on éclate des cadres étroits à travers lesquels nous le pensons. Parce que fondamentalement, j'ai beau avoir une utopie, aujourd'hui, c'est l'État-nation, c'est les passeports, ou le passeport que j'ai qui m'octroie des droits. Qui m'octroie le droit à la sécurité, qui m'octroie le droit à la santé, à l'éducation dans un espace donné. Et ces droits-là me sont reconnus dans un régime normatif précis, en fonction de cette identité territoriale qui m'est assignée. Le droit au mouvement aussi. Le droit au mouvement aussi, il m'est octroyé dans ces limites-là. Comment est-ce qu'on pense les formes juridiques, même si on n'y est pas encore, qui pourraient suppléer à ces limites? Donc, du coup, la question politique, la citoyenneté globale et mondiale, je veux dire, on pourrait décider que ce qu'on appelle les migrants ont une citoyenneté mondiale et qu'ils peuvent exiger, où qu'ils soient, qu'on leur soit redevable de soins, de santé, de sécurité, puisque ce sont des humains. Comment on le justifie? Le patrimoine de l'humanité, intellectuel, culturel, économique, spirituel, est un bien commun de l'humanité. Et tout humain, du simple fait de son humanité, y a droit, où qu'il soit. Donc là, on a une justification éthique et toute la réflexion en économie sur le revenu minimum universel, c'est le droit à la vie et le droit de bénéficier comme tout humain du patrimoine commun de l'humanité qui permet la vie, etc., etc. Donc, essayer de construire une architecture des fondements éthiques, essayer de réfléchir à une traduction juridique et en même temps essayer de réfléchir à un travail dans les imaginaires, dans le corps social pour que ces notions-là soient acceptées. Mais c'est ça la question. Vraiment, merci pour ta réponse, mais c'est ça la question. Quand il y a juste une formule que tu viens d'utiliser qui m'a renvoyé à la charte du Mandingue. Toute vie est une vie. Qui m'a renvoyé, je ne sais pas moi, au serment, comment dire, à Saint-Domingue, futur, comment dire, à la cérémonie du bois caïman. Enfin, tout ça. Donc, ces choses qui ont déjà été dites, qui ont déjà été pensées, et vraiment pas pour me focaliser sur ce qui n'a pas marché, mais c'est pas au-delà de ce qui n'a pas marché, ça a quand même été rêvé, pensé, énoncé. Donc, comment on fait face à ça? Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que quelqu'un qui habite dans un village en Chine considère que j'ai le même destin que lui? Comment on fait ça? Ah, mais c'est toi qui réponds aux questions, non, que tu te poses à toi-même en plus. Non, mais en fait, justement, c'est ça la question. Ouais, c'est ça la question qui traverse le texte. Oui. C'est comment je fais pour me sentir un destin commun avec celui qui est éloigné de mon histoire singulière, de ma géographie, de mon territoire, de mes récits, de ma mémoire. Bien évidemment, on partage les mêmes fonctions biologiques. Lorsque je le vois, je vois que c'est un être humain. Mais ce qui fait fondamentalement, de manière immatérielle, la substance de mon identité et qui fait que je me définis comme individu ou comme appartenant à une communauté, comment je fais pour partager avec lui ça. Et donc, la proposition d'attente partagée, de récits heuristiques qui nous font désirer faire communauté avec autres, c'est une des propositions que j'avance. Quel récit je peux mettre en œuvre qui fait que cet individu-là qui semble loin de ma réalité psychique, de ma réalité identitaire, la manière dont elle se construit, je considère que fondamentalement, on peut faire comme Fanon, qui se sont solidaires de tout homme. Et la guerre du Péloponnèse et l'invention de la boussole est la mienne. Et il revendique que tant qu'il n'y aura pas sur Terre des gens qui ne sortiront pas de la damnation, que son travail ne finira pas. Et donc il décide par un acte de volonté et un acte d'une puissance éthique qu'il considère que le destin fondamental de l'humanité, où qu'il soit, est le sien, et qu'ils se sont fraternels avec tout le monde. Donc Fanon fait ça, et il le met en œuvre. Il quitte. Et ça, je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est qu'on ne parle pas de la même. Ça, je suis d'accord. Mais que ce soit Fanon ou tous les autres exemples que j'ai mentionnés, c'est ces choses qui ont déjà été faites et dont on a pu
dans certains lieux du monde en tout cas, soit entretenir l'oubli ou faire comme si ça n'avait pas existé, comme si Fanon n'avait pas eu lieu, comme si la charte n'avait pas eu Mais j'ai lieu. l'impression qu'elles sont insuffisamment faites. En fait, que la production d'une humanité commune et les récits pour une humanité commune sont aujourd'hui en danger. Les récits dominants ne sont pas ceci. Les récits dominants aujourd'hui, dans les temps contemporains, c'est la tribu, la clôture, l'État-nation, la barrière, c'est les différentes humanités, etc., etc. C'est le grand partage et les grands départages dans les départages. Et que fondamentalement, il ne me semble pas que le récit dominant soit celui-ci. Ah oui, non. Et que même si, effectivement, il y a eu des utopies, je dirais concrètes, ça et là, il y a eu des temps bénis, il y a eu des moments où en Andalousie, juifs, musulmans et chrétiens ont vécu ensemble dans un temps plus ou moins harmonieux, mais fondamentalement, le récit dominant est un récit qui travaille la déliaison, qui travaille la singularité des identités et qui les oppose. Alors, ma question, c'est comment sortir de l'injonction gentille et naïve de oui, nous sommes tous des humains, nous devons partager, etc. Et qu'est-ce qui travaille fondamentalement les corps sociaux et où est-ce que ça se loge? Donc, je pense qu'il faut apporter une réponse anthropologique, psychologique, culturelle, politique, juridique, etc., etc. Et puis articuler ces réponses-là, et puis avoir la conscience que c'est un travail dans l'espace de la pensée, de l'imaginaire et du politique, qui ne va pas de soi, qu'il prendra le temps, qu'on a été obligé durant la pandémie de faire montre de manière négative. Nous en sommes rendus compte. C'est une pandémie qui est venue nous rappeler qu'il y avait un destin commun dans la crise sanitaire qui était le nôtre, mais comment est-ce qu'on serait en mesure de faire monde en dehors de ces obligations de faire monde de manière négative? Et je pense que c'est un travail, je ne dirais pas de fourmi, mais c'est un travail dans l'espace des représentations qu'il faut faire et voilà. Et continuer à repousser donc l'agenda. Alors, si on imagine qu'on est en 2625. Non, là c'est la boule de cristal, en fait. Comment ça, la boule de... Pas seulement. Si on est en 2625, qu'est-ce qui se passe, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait Alors, attends, 2625, et que cette utopie a été travaillée, a été poursuivie, a été alimentée, et on a construit le monde, je vais pas dire le monde qui a été rêvé aujourd'hui en 2024 sur la base de ce qui nous a précédé, donc avant 2024, et on a gagné. Notre utopie s'est imposée, s'est matérialisée et a produit ce monde-là. À quoi ressemble-t-il? Ok. Écoute, si on gagne, si on n'est pas dans la dystopie, ben, ça ressemble à un monde où je circule dans toute la sous-région africaine, dans tout le continent, sans avoir de problème de visa, de passeport. D'ailleurs, le passeport pour passer les ports est très récent. On oublie, on a le sentiment qu'il est là depuis tout le temps. Vous lisez les romans de Stefan Zweig, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas très longtemps, au début du XXe siècle en Europe, on quittait l'Autriche, on se retrouvait à Paris, n'importe où. Ici, dans le Mandé, dans l'ouest de l'Afrique, on circulait dans les grands ensembles. Et la frontière, elle a toujours existé. Des lieux de démarcation et de délimitation ont toujours existé, mais elle n'avait pas cette matérialité-là. Des fois, c'était ta langue, la frontière. Donc, je pouvais te reconnaître que tu appartiens à tel groupe. C'est nouveau parce que tu parles. C'était des scarifications, mais ce n'était pas forcément un lieu physique. Et que le frayage dans des territoires et la circulation, même s'il ne faut pas romantiser cela, a été une réalité dans le continent bien avant les 54. Donc, ce serait déjà recouvrer la possibilité de circuler dans des espaces vastes où l'on n'est pas interdit. C'est-à-dire avoir la possibilité de faire un usage du monde libre. Et si déjà ça, on y arrive, je trouve que le reste peut s'articuler de manière organique. L'économique va s'articuler là où il y aura de l'opportunité, là où il y aura du travail, là où il y aura des ressources, là où il y aura de l'intérêt bien compris et de l'intérêt commun, là où il y aura de comment l'économique va émerger. S'il y a de grands groupes qu'il faut administrer, justement quoi, les règles du politique vont venir articuler des espaces à administrer, mais au moins, la première utopie à laquelle je dirais pas je rêve, parce qu'hier, il y a eu une discussion sur le rêve, et j'ai bien aimé avec Liliana Coutinho, où elle montrait que le rêve n'est pas une déprise de la réalité, et que dans les cultures amérindiennes, latino-américaines, etc., c'est un objet, un outil du réel. C'est un mode de connaissance, c'est une modalité de transformation du réel, c'est pas un rêve inactif, etc., etc. Ce n'est pas une utopie molle. Donc, l'utopie non molle, pour moi, serait de retrouver cet espace
de circulation et c'est l'usage du monde libre. Et un point sur l'économie. Je ne serai pas très long là-dessus. Fondamentalement, il y a toute une réflexion sur l'après-capitalisme qui existe. Certains économistes ont commencé à travailler le temps où ce système arrivera à terme. Pour faire simple, ce système est une production du réel et du social. Il n'est pas naturel. Il est né à un moment donné, dans des conditions historiques, économiques, culturelles et politiques. Il croît avec série de contradictions. Il va décliner et il va disparaître, de toute manière. Et les humains produiront des autres formes de liens économiques, des autres ressources pour répondre à leurs besoins. Ça, c'est un fait de l'histoire humaine. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de sa démesure et de son hubris, et donc ça bouche nos horizons mentaux. Et nous avons l'impression qu'il sera là pour tout le temps, ou etc., etc. Il ne sera pas là pour tout le temps. Que l'on travaille à sa chute ou que l'on ne travaille pas à sa chute, même si on ne le fait pas, ces contradictions internes feront qu'il disparaîtra. Et il y a déjà un ensemble d'économistes qui travaillent à l'alternative ou aux alternatives, à d'autres formes d'économicité, d'autres formes d'économie, etc. Donc c'est juste pour apporter la réponse sur la question de l'économie. Est-ce que au niveau, on va dire, au-delà de la géographie, mais climatique, on sera comment en 2600? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que fondamentalement, on en a parlé hier sur la question du vivant, de l'écologie. On est dans un régime qui nourrit l'entropie du biotope et qui a une urgence de tous les points de vue pour que les ordres des savoirs et des savoir-faire, les ordres techniques, qui doivent être assujettis à des finalités du vivre ensemble global, produisent de la négantropie. Donc, dans l'espace de l'économie, il y a une réflexion qui est entamée sur c'est quoi une économie du vivant, une économie qui nourrit la vie. Et dans d'autres espaces, cette réflexion-là, elle est aussi entamée. Nous sommes au seuil d'un point critique. Et la question fondamentale, c'est la question de comment on change de civilisation. Ce n'est pas une question sur un tout petit domaine, mais c'est vraiment fondamentalement comment on change de rapport au monde et de civilisation. Et la question sous-jacente, c'est est-on en mesure de changer de civilisation en dehors du choc et en dehors de la crise? Et nous ne semblons pas être des humains sages, et il semblerait que la crise, pour l'instant, soit la seule modalité qui nous oblige à changer de trajectoire. Est-ce qu'on est en mesure, tant qu'on n'arrive pas sur le mur, de bifurquer? Et c'est ça la grande question. Le genre. Oui, j'entendais. Non, la question, enfin, le genre, la question des sexualités ou des orientations sexuelles, ça sera comment? Une fois de plus, je n'en sais rien. Je regarde les... Non, ça sera comment sur la base de cette utopie à nourrir, à alimenter et de la création de ces, tu vois, de ce que tu as appelé ces récits positifs tournés vers l'avenir. Je crois que l'un des défis, et il y a Oyeranke qui est dans la salle aujourd'hui, l'un des grands défis de notre époque, et c'est une question qui nous est adressée avec beaucoup d'acuité, c'est la sortie ou la mort de la domination masculine sur les femmes. C'est la question du patriarcat. Alors, cette question-là, à mon avis, vu les dynamiques, je pense que la plus grande révolution de ce 20e et 21e siècle, même s'il y a encore du travail à faire, c'est la révolution féministe. Elle est silencieuse, elle n'a pas mené de guerre, mais elle a élargi, elle a fait progresser la question, bien que insuffisamment, mais elle a quand même grandement fait progresser. Donc, mais ce qu'on espère, ce n'est pas seulement la mort du patriarcat, c'est aussi la mort de l'hétéronormativité. Tout le monde au monde, tout ce monde-là. C'est quoi la mort de l'hétéronormativité? Parce que quand tu parles du patriarcat, il y a quand même au soubassement cette question de la, on va dire, de cette identité masculine que tu mentionnes, mais normée cis, tu vois, alors qu'il n'y a pas que les identités cis, il y a aussi les identités trans, par exemple. Et donc cette partition, en fait, c'est la question de la binarité, homme-femme, enfin, il n'y a pas que homme-femme comme binarité. Je pense que dans les cultures africaines, on retrouve ça dans les romans de Léonora Miano, on le retrouve dans le travail de Oyeranke. Il y a cette idée de dire que la partition genrée, elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. Oui. Et même au-delà, enfin dans les Amériques aussi, je ne connais pas tellement l'Asie, mais dans les Amériques aussi, dans les populations autochtones, il y avait cette, plus que deux possibilités identitaires. Alors, donc on va dire que l'utopie, ce serait de retrouver un monde qui retrouve sa complexité, sa pluralité, définitionnelle, identitaire, formelle. Mais ça, je crois que c'est une grande utopie. C'est-à-dire je crois qu'on n'y est pas encore. Non, mais on n'est pas en 2600.
Ok. La question, c'était qu'est-ce qu'on espère pour 2600? Ah, C'est d'accord. ça la question. On a le droit, on peut rêver, c'est gratuit quand même. Totalement, on peut Ouais, c'est rêver. tout ce qui nous reste. Totalement. Tu vois, donc là, faisons-nous plaisir. Non, non, on peut rêver à la pluralité identitaire Ouais. et à la déprise d'un formalisme ou d'une vision atavique de comment on se déploie dans nos corps, dans l'espace et dans le monde. D'accord. Felwinsar, apparemment, je t'ai assez trituré, donc on va s'arrêter. On va s'arrêter ici. Merci. Ouais. Donc, on va prendre 2 questions. C'est pas moi qui décide. Waouh, qui décide. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Maboula. Bonjour Felwin. C'est pas exactement une question, c'est plutôt un commentaire. J'adore regarder l'étymologie des mots et j'aimerais proposer, car oui, dans cet enseignement que je participe et reçois d'après Tata Kwainkissimu Taime, qui est un leader de candomblé au Brésil. On fait beaucoup de travail autour des mots et j'aimerais bien proposer qu'on puisse réfléchir ensemble à peut-être défaire le mot utopie et même le mot dystopie. Je vois que ces mots ont été... le mot utopie, il est apparu en 1500, justement, dans cet exercice de timeline que vous venez de faire, de se projeter à 2525. Il y a quelque chose où ce mot va nous dire justement de quelque chose du non-lieu ou de quelque chose qui est au-delà de la réalité. Et je pense que si on est là aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont fait des stratégies absolument lucides, qui rêvent, etc. Mais il y avait quelque chose d'une élasticité et même, je dirais, d'une plasticité assez costaud. Donc, c'est le mot utopie. Je pense qu'il nous amène à quelque chose de l'ordre de la fantaisie et qui, finalement, il nous fait être moins en confiance de tout ce qui est possible et rapidement possible. J'aimerais aussi faire un commentaire vis-à-vis d'une autre notion qui vient du candomblé auquel je participe, qui est le principe vital du temps, tempo. Tempo est une divinité, c'est un principe vital. Et on dit que tempo, il ne s'arrête jamais. Et il peut retourner, mais il ne s'arrête jamais. Donc il y a quelque chose sur le temps aussi, sur le fait que peut-être les réponses vont être dans des comportements, etc., qui étaient, enfin, quand je pense aux caméras, il y a très peu de temps, au téléphone, smartphone, toutes ces choses. Et donc, qu'est-ce que de très peu de temps, on peut réinvestir, restaurer et amplifier. Et là, j'aimerais aller, pour finir mon commentaire, aller vers la musique. Parler du dub, par exemple, et toute cette capacité ou même du jazz, etc., mais aussi du fait des mots, qu'est-ce qu'on écoute, et revenir sur les mots, et peut-être vous avez d'autres mots que utopie pour parler. Merci. Écoute, merci à toi. J'aimerais revenir sur le mot utopie et le réhabiliter, parce qu'en fait, avant de l'utiliser dans Afrotopia, j'ai fait un travail, comme tu dis, conceptuel sur le terme. Il est né effectivement au XVe siècle, dans l'espace romanesque, Thomas More, et le mot utopie a été totalement, à un moment donné, dévoyé, après le goulag, après les camps de concentration, après le rêve de l'homme nouveau qui a viré en dystopie. Le mot utopie a été chargé négativement, d'un point de vue. Deuxième charge négative, c'est que dans le langage courant, il est passé pour un rêve fantaisiste. Alors que ce n'est pas ce qu'il dit d'un point de vue philosophique. Des gens comme Ernst Bloch, comme Miguel Abençour ont fait un travail sérieux en disant que l'atopos, c'est le lieu qui n'est pas encore là. Ça ne veut pas dire le non-lieu. C'est le lieu qui n'est pas encore là. L'utopie, c'est le non encore réalisé. Ça ne veut pas dire qu'il ne se réalisera pas et qu'il est impossible à réaliser. Ça veut dire qu'il est non encore advenu. Et quand une société a des contradictions qu'elle n'arrive pas à régler aujourd'hui,
elle les résout d'abord dans l'espace de l'imaginaire et de la pensée. Et quand elle le fait, et qu'elle change, les individus changent leur comportement, il y a ce que Abensour appelle la conversion utopique. La conversion utopique, c'est qu'on pose des actes, on se comporte en fonction de l'utopie que l'on a dessinée. Et cette conversion utopique, elle fissure la réalité historique, elle fait advenir ce non encore advenu dans le temps. Donc du coup, ce n'est pas un concept limitant. Je veux dire, les concepts meurent, naissent, on peut les jeter, on peut les retravailler, mais il y a une acception dans le langage courant qui en fait quelque chose qui relève du rêve, de la fantaisie. Si quelqu'un vous dit oui, non, mais ça c'est utopique, ça veut dire que ça ne va jamais se réaliser. Mais l'utopie a une vraie productivité sociale. Castoriadis travaille là-dessus en nous montrant que les sociétés se construisent dans leurs imaginaires et dans leurs utopies. Ce que nous faisons là aujourd'hui, c'était un non-advenu, il y a 2-3 mois. C'était une utopie active et elle est devenue réelle parce que des gens y ont mis, parce que des gens ont opéré une conversion utopique pour le faire advenir. Et si vous regardez toutes les grandes avancées qui sont des avancées relevant de rêves collectifs, c'est d'abord des atopos, des réalités qui ne sont pas encore là, mais parce que le réel déborde la réalité. La réalité est celle que nous vivons là. Le réel est gros des potentialités de la réalité. Et comment est-ce qu'on active une potentialité de la réalité et qu'on la fait venir dans le temps du réel? C'est ça que l'utopie opère. Donc elle opère un déplacement du réel et elle est contre la matérialité et la finitude des choses. Elle nous dit que ce qui semble apparent, ce qui est advenu dans l'histoire potentielle n'est pas définitif et qu'on peut faire advenir une autre potentialité du réel. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une difficulté entre ce que le concept dit dans le langage de tous les jours et ce qu'il dit d'un point de vue, lorsqu'on l'élabore d'un point de vue philosophique. Et il y a un travail de réélaboration du concept. Maintenant, je peux trouver l'équivalent dans une culture africaine, dans une langue sénoufo, etc., etc. Mais l'idée de dire que l'histoire est potentielle, qu'elle est toujours potentielle, et qu'une part de cette potentialité-là, on peut l'activer et la rendre matérielle, c'est ce que l'utopie dit. Alors, je reviens. Moi encore. Le premier jour, tu nous avais dit que tu as reçu 5 sur 5 la critique féministe. Je reviens, Felwin. Parce que je crois que la critique de Mabola, que c'est dommage que la Teranga, le Mbok et le Arc sont venus enfin et que tu es allé en grec, je ne sais pas, Ulus, pour nous donner des exemples d'hospitalité. Je crois que la Teranga, en tant que telle, is overrated. Et c'est intéressant que ce sont les hommes qui parlent de la Teranga et idéalisent la Teranga, alors que les accoutrements de la Teranga sont portés par les femmes qui ne sont jamais sujettes à la Teranga. Je n'ai pas lu le texte de Abdourahmane Seck et je vais le lire, mais ce n'est pas étonnant que ce sont 2 hommes qui sont là en train de parler de Teranga, parce que ce sont les femmes qui portent le Teranga. Et le néolibéralisme capitaliste, patriarcat, néolibéraliste et capitaliste, excuse me, my French I'm losing my French, extracte la labeur féminine et l'abuse dans la Teranga. Pour la plupart des femmes sénégalaises, la Teranga est un mot terroriste. Parce que c'est elles qui font le manger, tous ces mécanismes qui font que la Teranga est établie. Les hommes amènent les autres, mais ce sont les femmes qui prennent en charge et supportent tout le fardeau de la Teranga. That's a fact. In Senegal, Teranga itself, especially when it comes to matrimonial relationships, is a terrorist word because women have to shower their families-in-law with Teranga that is most of the time extractive, abusive, and violent. So, for you to sit here and idealize Teranga is an utopia for women especially. So I am urging you again, if you are going to talk about these concepts, to consider gender. Thank you. En fait, je ne peux pas accepter ce que j'estime être une sorte de violence et de terrorisme intellectuel. Tu ne peux pas décider qu'un concept, tu as la paternité de la manière dont on l'use et dont on l'élabore. Abdourahmane Seck qui fait un travail d'élaboration du concept. Lui, pour lui, comme Teranga, ce n'est pas hospitalité. Ce qui l'intéresse dedans, c'est la réciprocité.
Et dans son élaboration, il se pose la question de savoir comment est-ce qu'une société crée du lien en instillant un rapport de réciprocité entre les individus. Moi, j'estime que dans ma vie de tous les jours, depuis que je suis conscient, la question du don et du contre-don, elle est fondamentale dans la constitution de ma relationnalité avec les autres, et que ce concept-là, il n'est pas terroriste, qu'il n'est pas un concept que j'utilise pour soumettre des individus, et que ce qui m'intéresse dedans, c'est la dimension réciprocité, et la dimension inéquivalence du donné et du rendu. Alors, que dans un monde patriarcal sénégalais, l'hospitalité dans la famille soit supportée par la femme qui en supporte le coût, ça je veux bien l'admettre, mais je ne vais pas réduire les propriétés heuristiques d'un concept à un usage handicapant et négatif. Sinon, je ne réfléchis plus. Donc, et c'est ça que j'appelle une sorte de violence intellectuelle. C'est-à-dire qu'un concept est large. On peut me rappeler à une dimension que je n'ai pas vue en me disant, tiens, attention, dans ce concept-là, il y a aussi cette dimension qu'il faut prendre en compte, je l'entends, mais on ne peut pas me dire ne l'utilise pas parce que cette dimension le rend totalement inopérant. Et parce que ça, c'est un partage de valeurs. C'est là où tu mets le poids sur ce concept et c'est une sorte de fermeture de la possibilité heuristique. Et il faut lire le texte de SEC. Le texte de SEC, ce n'est pas sur les gens qu'on invite à manger à la maison. Il va aller chercher la question du don et du contre-don, la question de comment le lien social se fait dans un rapport de don et de contre-don infini, continu, exponentiel, et comment est-ce que, comme disait Sénamé, quand on abuse de la relation, on la renforce, et comment est-ce qu'une économie relationnelle se fonde là-dessus. Et ça, c'est intéressant. Et ça, on ne peut pas juste le dismiss, parce qu'effectivement, il y a des injustices et des inégalités qu'il faut lutter. Alors, je pense qu'il y a une forme de pédagogie de la lutte. Je pense que dans la lutte, il faut trouver des alliés, tu vois, plutôt que des oppositions binaires. Je veux dire, les terrains qu'on occupe sont plus complexes que cela, et que fondamentalement, je veux dire, on ne peut pas orienter la pensée d'un individu. Et puis même, il faut voir ça. Que peut-être que le travail, c'est de décider le regard, de dire, attention, cette dimension-là, elle est importante à voir. Peut-être que tu ne l'as pas vue. Cette dimension-là, elle est importante à articuler et à réfléchir. Ça, j'entends. Mais quand ça relève de l'injonction intellectuelle, je n'entends plus. Parce que justement, quoi, on ne peut pas limiter ma liberté d'utiliser des concepts et de penser sous prétexte qu'il y a un regard, un aspect et une dimension que dans la distribution globale sur laquelle tu mets l'emphase en minorant les autres dimensions du concept et en fermant la possibilité d'élaborer le concept. Donc, ce à quoi je t'invite gentiment, amicalement, c'est à être beaucoup plus stratège et à faire de nous des alliés plutôt qu'à nous braquer. Je pense en fait que vous êtes en train, enfin, parce qu'évidemment on essaie de trouver un middle ground. Je pense que vous parlez des mêmes choses avec des approches qui sont différentes. Et ce qui a été mis en exergue par la collègue, c'est vraiment au-delà de l'approche particulière de cette notion et de cette compréhension de la teranga, il y a peut-être ce qui peut être considéré comme une approche privilégiée, c'est-à-dire disserter ou imaginer ou réfléchir à un terme qui nécessairement s'oppose à une pratique, à une réalité qui est de fait le lot de cette population féminine. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est à peu près, que c'est la même chose, mais c'est pas le même angle et la même approche, parce qu'il y a quelque chose de, si on pose la question de qui fait à manger, qui accueille, quelle que soit la façon dont on comprend le terme teranga. Tu vois, moi c'est plus comme ça que j'ai entendu le comment. En fait, oui, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est que. Voilà. J'ai une question. D'accord, je retire cela. Je retire madame, ok? Je retire le terrorisme intellectuel. Mais en fait, c'est juste la question de dire qu'est-ce qu'on entend dans le concept. C'est-à-dire que mon entendement de ce concept et de l'espace dans lequel je le déploie, tu ne peux pas le décider, tu vois. C'est-à-dire que, voilà. Donc du coup, si je le travaille d'un point de vue philosophique, ce qui m'intéresse, c'est la notion de réciprocité. Et pour répondre à Maboula, c'est intéressant de savoir à partir d'où on pense. Et hier, une amie
psychologue, psychanalyste me disait qu'on pense à partir de là où on est, on pense à partir de ses pieds. Moi, personnellement, si je pense à la question de la teranga, quand j'accueille chez moi, je me dis, c'est moi qui fais à manger. En tout cas, c'est moi qui mets en place le dispositif. Parce que je suis dans une configuration qui fait que c'est moi qui accueille. C'est ça mon expérience. Ben oui. Non, c'est important que les penseurs, les chercheurs disent qu'en fait, leur expérience individuelle fait partie des ressources de leur pensée et de leur regard, quoi. On n'est pas dans un monde totalement objectif. On n'est pas dans un monde déréalisé. C'est-à-dire que, y compris la manière dont on va approcher les concepts et les dimensions que l'on va prendre, sa pratique, elle compte. Donc, si on relève d'une autre pratique, je ne dirais pas qu'on peut avoir un biais, mais on peut voir une dimension qui n'est pas celle qu'elle voit tous les jours, puisque c'est son expérience quotidienne. Et ça, c'est la démocratie de la perspective. Et je vous invite donc à penser la cosmopolitique de l'hospitalité à partir de ma perspective bantoue du Sahel, hein, planétarienne dans l'univers. Voilà, donc merci beaucoup pour ce dialogue, pour ces propos. Et donc, Felwine, tu as terminé par la phrase qui, justement, où j'espérais qu'on allait commencer. C'est une cosmopolitique de l'hospitalité ouverte à tout le vivant. Mais j'ai bien conscience que c'est une réflexion qui va prendre beaucoup de temps. Et j'aimerais rappeler ici quand même les interventions de Divine et de Elisabeth qui nous a parlé de ce fleuve pour poser 3 points. Le premier, c'est sur l'usage de ce mot étranger. Dans mon vécu, à moi, j'ai l'impression que son apparition dans mon vocabulaire quotidien est assez récente quand même. On utilisait aussi visiteur, on utilisait aussi voyageur. Donc on continue avec cette affaire de comment nos langues envisagent la rencontre avec cet autre. Est-ce que cet autre est forcément étrange? Est-ce que celui qui est insulaire ou celui qui vit dans le désert ou celui qui vit dans la forêt a le même contact avec l'autre? Donc voilà, donc, pour élargir le questionnement sur la manière dont on aborde l'autre, j'aimerais qu'on essaye de se libérer de ce mot de l'actualité qui considère tout comme étranger ou potentiellement étrange. En tout cas, c'est mon sentiment, c'est mon vécu. Le deuxième point, c'est que la cosmopolitique de l'hospitalité, puisqu'on est à l'aube de changer de civilisation, on a vraiment besoin, quand on a entendu Divine et quand on a entendu Elisabeth, d'élargir au-delà des humains. Et c'est là où justement tu termines. Et parce qu'à partir de ma vision bantoue, nous savons, nous, les derniers arrivés de la forêt équatoriale, que ce sont les pygmées qui nous ont tout appris. Et les pygmées nous disent qu'ils ont tout appris des animaux, de la forêt, des invisibles, etc. Donc, il y a quelque chose de notre civilisation actuelle qui nous montre quand même qu'il n'y a pas que les humains qui sont aujourd'hui malmenés par cette société nouvelle dans laquelle nous vivons. Hein. Nous sommes malmenés et nous malmenons aussi tout autour de nous. Donc, dans ce rétablissement de l'hospitalité, pour que la planète devienne hospitalière pour tout le monde, il faut peut-être qu'on se pose la question au-delà de nous, en fait, et de la manière dont nous traitons comme étrangers l'arbre, le cours d'eau, l'air, etc. J'ai bientôt fini. Oui, en fait, c'était ça. C'était l'inhospitalité et comment on fait pour que et que la question de cette civilisation, en fait, aujourd'hui, de façon très ambitieuse, ça doit être comment on fait pour nous resituer véritablement en tant que... On ne peut pas questionner nos politiques, etc., seulement à partir de notre humanité, mais comment on doit, dès maintenant, la penser dans toute la vie, parce que de la même manière que les pygmées ont appris du vivant, la manière dont les cours d'eau n'ont pas besoin qu'on leur explique comment circuler, comment le sirocco, les alizés communiquent, permettent au sable du Sahel de nourrir la forêt amazonienne, comment tout cet écosystème fonctionne de façon très intelligente, comment on va pouvoir apprendre en fait à revivre ensemble. Et ça va régler le problème des hommes, des femmes. Je suis sûre qu'à partir de là, on règle tout en une seule fois. Merci. Je crois que c'est une question d'échelle et de seuil. Lors du premier jour, j'ai traité de la question écologique dans ma keynote sur habiter le lieu. Donc, elle était centrale. Dans mon travail de ces dernières années, le travail sur l'économie du vivant, c'est un travail qui met l'écologie au cœur de ces questions-là. Dans
les ateliers juste avant, la question c'était la cosmologie du lien et les formes de vie. Donc la question du vivant, on la traite depuis quelques années, je dirais de manière engagée et sérieuse. Mais la réflexion que je me suis faite, c'est qu'à force, et elle est importante, ça ce n'est pas ça la question, à force d'être à l'échelle du vivant, on peut oublier aussi l'échelle des communautés humaines qui ont leurs problèmes non résolus et qui n'arrivent pas encore à faire communauté. Alors, est-ce que la stratégie, c'est de dire, je travaille la communauté du vivant, elle résoudra la communauté d'un type particulier de vivant que l'on appelle les humains, ou je travaille à plusieurs échelles. Les humains sont pris dans les formes du politique, aujourd'hui qui les entravent, qui sont problématiques. Celles-ci aussi, elles méritent qu'on y réfléchisse, puisqu'elles régissent notre socialité humaine, même si dans le terme social, on pourrait l'élargir au vivant. Donc c'est toujours la question de savoir comment est-ce qu'on enchevêtre les différentes problématiques qui se posent à plusieurs échelles. Et est-ce que la pensée globale qui articule, qui est belle philosophiquement, qui est belle théoriquement, effectivement, on peut dire qu'il faut articuler tous les niveaux, mais dans sa productivité, dans son caractère pragmatique, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aussi de prendre les différentes échelles et les différents seuils et d'articuler une pensée à l'intérieur de ces échelles et de ces seuils? Allô? J'ai deux questions, Felwine. J'aimerais t'inviter moi aussi à un coming out. Est-ce que ce que tu nous proposes, en fait, c'est une espèce d'humain type et ta cosmopolitique de l'hospitalité ne serait pas un gros effort de remoulage pour petit à petit tendre vers une espèce de moyenne? Si c'était le cas, j'aimerais dire que les gens qui érigent des murs, c'est toujours parce qu'ils ont l'impression de protéger quelque chose. Et vouloir protéger quelque chose n'est jamais complètement mauvais. Et les gens, partout sur la planète, intuitionnent qu'il y a quand même une dynamique, il y a une pente, il y a une hubris pour, dans un système de communication générale, quelque chose qui favorise une sorte d'homogénéisation des lieux et une uniformisation de l'humain. Donc, est-ce que tu nous proposes cette vision-là d'une espèce d'humain moyen à terme? Sinon, quelles sont les garanties que tu donnes pour ménager quand même de l'irréductibilité des lieux, de l'humain? Quels sont les seuils, les médiations, les dialogues possibles que tu proposes si tout ça était une espèce de grande cosmogonie transversale que les territoires, les communautés sont libres d'interpréter à leur manière, mais dans le cadre duquel il y a quand même une possibilité de s'entendre sur un certain nombre de valeurs. La deuxième question, c'est par rapport aux qualités que tu prêtes au monde traditionnel. C'est des qualités qui fonctionnent à l'échelle, c'est-à-dire que la teranga marche parce que quand je fais du don et du contre-don et que je fais de la non-simultanéité des besoins pour entrer en économie, c'est parce que je sais que l'acte d'hospitalité que je donne me crée une valeur morale, une valeur morale que je peux mobiliser après partout sur le territoire parce que le territoire est sous une espèce de panoptique, est sous le regard de tout le monde. Mais je ne peux pas mobiliser cette valeur à l'autre bout de la ville ou à l'autre bout de la planète, parce que j'échappe à cette panoptique. C'est d'ailleurs pour ça que l'humain a développé tout un tas de systèmes techniques pour de la chèvre jusqu'au fiduciaire, pour avoir un système d'échange qui souligne les échanges et donc qui évince la valeur éthique. Et chaque fois que tu mets en place un système technique, il y a un transfert automatique de la complexité de la valeur éthique et des systèmes symboliques vers le système technique que tu as mis en place. Donc, pour pouvoir performer l'hospitalité à l'échelle, est-ce que tu nous proposes un truc très libertarien? Je pense non, puisque tu as quand même cette grande foi dans le politique. Est-ce que tu nous proposes de brûler la monnaie pour ce cas spécifique, de démanteler le système technique? Ou est-ce qu'on va pouvoir, à l'intérieur d'un système technique global, quand même performer des choses qui ne fonctionnent que parce qu'ils mobilisent du symbolique? Ou comment tu vois la relation
du symbolique à une société quand même très technicienne? Alors, pour la première question, en fait, je ne propose pas un humain moyen, générique et désaltérisé. En fait, la réflexion au début, je l'emprunte aux anthropologues qui font de l'identité, de l'altérité, de la différence un marqueur de reconnaissance mutuelle. Et toute la réflexion sur qu'est-ce qui fait le lien dans les sociétés humaines, fraternelles ou sororité, c'est la question de savoir comment on fait du lien en dehors de l'identique. Pour moi, c'est ça la question. C'est l'algébrisation du lien et la substantialisation du lien. Elles se fondent ataviquement sur l'identique. Et comment est-ce qu'on fait une communauté à partir du pluriel et du divers? Donc ça veut dire qu'on conserve l'idiosyncrasie et comment on ouvre ce lien qui ligote, qui lie, ou ce lien qui demande une identification, qui identifie au divers et au pluriel. Et c'est toute la réflexion sur la communauté ouverte, plurielle, et qui n'escamote pas la difficulté de faire lien avec le pluriel. Et donc, du coup, et même je me garde de rêver à un humain générique, c'est ce qui a amené aux plus grandes dystopies, quoi. L'homme nouveau, etc., etc. Ça, on l'a vécu, quoi. Donc, dessiner des figures de l'humain de manière trop précise, c'est déjà arpenter ce chemin-là. Et pour moi, la difficulté, elle est vraiment la difficulté du politique, c'est comment on gère la pluralité. Et bien évidemment, on comprend pourquoi certains veulent défendre leur visage de l'expérience humaine et la production d'un visage singulier de l'expérience humaine dans une histoire qui a nié cette production singulière de l'expérience humaine sur de longs siècles. Mais comment est-ce qu'en même temps, on entend cette revendication-là et on n'en fait pas une fraternité qui clôt, qui ligue et qui enferme? Donc, quel type d'horizon et d'attente que nous pouvons partager peuvent être la réponse à cette dialectique, je dirais, qui clôt dans une forme de binarisme? Alors, les pratiques sociales, même y compris lorsqu'on met les pratiques sociales africaines de solidarité, de convivialité comme des marqueurs du politique et comme des ressources, bien évidemment, on voit bien que la ville, la nation, le continent, que l'échelle rend difficile certains types de rapports d'échange, de sociabilité, puisqu'ils sont liés à des territoires, ils sont liés à des possibilités d'interaction, ils sont liés à des seuils et à des échelles. Mais rien ne nous empêche, et dans la réflexion que je mène, c'est d'avoir une réflexion sur des fondements éthiques d'une normativité transnationale à une autre échelle. Et c'est pour ça que je convoque l'idée que le patrimoine intellectuel, culturel de l'humanité est un bien commun. Je convoque l'idée de justice et de dignité, l'idée d'appartenir fondamentalement à la communauté humaine comme étant une ressource qui suffit pour être bénéficiaire d'un système, d'un artefact, d'une logistique, d'une infrastructure de redistribution de la dignité. Et nous avons les moyens techniques aujourd'hui de produire des infrastructures à grande échelle pour redistribuer la dignité humaine à une grande échelle. On le fait quand il s'agit des flux financiers. Lorsqu'on veut les faire circuler d'un endroit du globe à un autre, on le fait en 2 clics. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour des soins, pour des objets qui sont autres. Ces technologies-là, pourquoi on ne pourrait pas les accoler à des finalités que nous aurions choisies, puisque nous aurions remis les ordres des finalités devant les ordres des moyens techniques. Et pour moi, l'un des grands problèmes, c'est la confusion des ordres. C'est le fait que les ordres techniques ont pris le pas sur les ordres des finalités et qui sont en train de mener la danse. Mais que toutes les potentialités techniques et infrastructurelles qu'on a déployées pour agir sur une pluralité d'échelles, si on les redirigeait vers des finalités que nous aurions choisies, parce que nous nous serions entendus sur du symbolique, et cet ordre technocapitaliste cherche à justement détruire le symbolique pour faire en sorte que le frein du symbolique et de l'humain ne l'entrave pas dans son désir justement de déréaliser les rapports sociaux. Et la question, c'est comment arrêter la déréalisation des rapports sociaux et comment continuer à penser nos injonctions éthiques dans de nouvelles formes infrastructurelles. Et je pense que c'est là l'un des enjeux. Donc ça y est, on a terminé. Je vous remercie pour votre attention. Avant de passer la parole, je voudrais juste dire quelques mots, mais en mon nom propre, depuis mon positionnement. Je pense que les conversations difficiles peuvent être bienvenues et qu'elles sont nécessaires. Oui. Qu'elles sont nécessaires, qu'il faut les tenir et qu'il faut avoir le courage de les tenir.
Je pense aussi que la question du soin est une question qui nous concerne tous et toutes. Et je pense qu'il faut aussi reconnaître et remercier, être reconnaissant ou reconnaissante envers les personnes qui sont généreuses et qui produisent le travail qui doit être critiqué, qui doit être interrogé et qui doit être amené plus loin, mais qui fait quand même grande montre de la générosité. Donc je voudrais remercier Felwine et je voudrais remercier toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui pour cette session. Le travail coûte, demande, implique, et je pense que ça, il ne faut pas le perdre, enfin jamais le perdre de vue. Voilà, je vous remercie.